Alors, dans un deuxième temps, donc après avoir étudié le diagramme la stabilité du fer dans l'eau, on va regarder ce qui se passe dans le cas du chlore, donc la stabilité du chlore dans l'eau. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ce qu'on a fait quand on a tracé le diagramme potentiel pH du fer. Mais là, il y a une petite particularité qui est importante, c'est qu'il va y avoir une dismutation à un moment. Alors, au niveau des questions, ça c'est vraiment typiquement le genre de choses que vous pouvez avoir aux écrits. J'ai juste condensé les questions dans un écrit, ce serait un peu plus détaillé. Mais on vous donne le graphique et on vous demande de retrouver différentes constantes. Donc la constante d'acidité du couple, HClO, Cl-, et les potentiels standards des différents couples mis en jeu. Donc déjà, il va falloir identifier les couples mis en jeu. Et là, on vous demande de détailler précisément toutes les étapes de résolution. Donc concrètement, ce qu'il faut faire, c'est refaire toutes les étapes pour tracer le diagramme potentiel pH du chlore et ensuite identifier avec les valeurs qu'on a sur le graphique les différentes constantes qui nous intéressent. Et ensuite, vous avez trois questions sur la stabilité du chlore dont on détaillera ensemble. Alors, je vais aller assez vite parce que j'ai déjà tout détaillé avec le fer, mais je vais quand même ralentir sur certaines parties. Alors déjà, je commence, donc au début, je vais aller doucement. Je vais commencer par déterminer le nombre d'oxydations de chacune des espèces. Donc le chlore, dans la molécule dichlore, il a un nombre d'oxydation 0. Ici, vous avez un nombre d'oxydation -1, c'est assez simple. Ici, je vous rappelle que H, il est au nombre d'oxydation +1, que O, il est au nombre d'oxydation -2, et qu'on veut que le tout soit neutre. Donc forcément, le chlore ici, il va être au nombre d'oxydation +1. Et vous pouvez faire la même chose ici. Là, vous avez -2. Or, vous avez une charge moins ici. Donc le chlore doit être au nombre d'oxydation +1. Voilà, donc déjà, première chose, vous vous rendez compte que le nombre d'oxydation 0, il existe uniquement dans une certaine zone de pH. Ensuite, là, pour pH supérieur à 4,5 à peu près, il n'existe plus puisqu'il y aura dismutation. Donc, comment faire pour, dans un premier temps, retrouver la constante d'acidité du couple HClO, Cl-. Alors, première remarque, dans les deux molécules, le chlore est au nombre d'oxydation +1. Donc, c'est bien un couple acide-base, ça ne va pas être un couple oxydoréducteur. Là, vous avez un proton qui a disparu ici. Donc, ça, c'est l'acide au petit pH. Et ça, c'est la base au plus grand pH. Donc, on va déjà commencer par écrire la réaction qui va avoir lieu. Donc là, je vous ai remis les nombres d'oxydation. Donc, on écrit la réaction du HCl sur l'eau qui va donner du Cl-, la base du couple HClO, Cl-, et du H3O+, l'acide du couple H3O+, H2O. Vous pouvez donc écrire la constante d'acidité, vous passez au moins log pour avoir la relation d'Andersen, et vous vous rendez compte que lorsque la concentration de Cl au moins, donc la concentration de la base, est égale à la concentration de l'acide, on sait que dans ce cas-là, pH vaut pKa. Alors, sur le graphe, là, vous avez espèce aqueuse, espèce aqueuse. Donc, pour ces deux-là, c'est des domaines de prédominance. Vous savez qu'à la limite, là, ici, à la frontière, vous avez autant de base que d'acide. Donc, le pH de la frontière ici va correspondre au pKa, puisque sur cette frontière précisément, la concentration de la base sera égale à la concentration de l'acide. Donc là, hop, vous regardez ce qui se passe ici, et on est à peu près à 7,3. Graphiquement, on obtient un pKa de 7,3. Donc vous avez déterminé la première constante. Donc pour déterminer les potentiels standards des différents couples, on va déjà dans un premier temps tracer le diagramme de situation. Donc je vous rappelle, nombre d'oxydation en abscisse et en ordonnée le pH. Alors on a vu qu'il y avait 3 domaines de nombre d'oxydation, -1, 0, plus 2. Donc ici, -1, 0, plus 1, pas plus 2. -1, c'est le Cl-, 0, c'est le Cl2. Et ici, vous avez HClO et Cl-. Et vous venez de déterminer la limite ici qui est donc 7,3.
Il y a une information importante qu'on peut tirer de ce diagramme-là, c'est qu'à partir de pH est égal à 4,5 à peu près, Cl2 n'existe plus. Donc, à partir de pH 4,5, je vais le mettre ici, Cl2 ici, il n'existe plus. Le nombre d'oxydation 0 n'existe plus. Cl2 existe uniquement ici. Et donc là, on se rend compte qu'on a différents couples qu'il va falloir étudier. Donc les différents couples mis en jeu. Alors, dans un premier temps, vous avez ici le couple Cl2-Cl-. Ici, le couple HClO-Cl2. Alors, on va écrire ça déjà. Cl2, Cl-. Ensuite, HClO, Cl2. Je continue. Vous avez aussi... alors, j'ai dit quoi? J'ai dit celui-là, celui-là. Ensuite, vous avez aussi cette frontière-là, qui en fait n'est pas une frontière avec Cl2, parce qu'on est à pH au-dessus de 4,5, mais qui est une frontière avec ce qui est en dessous ici, donc Cl-. Donc ça vous fait HClO, Cl-. Donc ça, on sait que ça va être pour pH inférieur à 4,5 à peu près, hein. Et ça, ce sera pour pH supérieur à 4,5. Et vous avez aussi le couple ClO-, Cl-, qui est pour un pH supérieur cette fois à 7,3. Donc j'ai dit ClO-, Cl- pour un pH supérieur à 7,3. Et donc ici en fait on est... Ce couple il va avoir lieu pour un pH compris entre 7,3 et 4,5. Ok, donc normalement on est bon, on a identifié tous les couples. Et il va donc falloir déterminer les potentiels standards de ces différents couples. Voilà, donc pour ça, on va faire l'étude du graphe comme on a l'habitude. Et c'est à partir de là où je vais aller quand même relativement vite sur les explications. Vous prendrez le temps de bien lire les calculs. Donc on va commencer par cette frontière-là, la frontière 0-2. Et il faut toujours, je ne sais pas si je vous l'ai écrit quelque part, si je vous l'ai écrit là, il faut toujours commencer par la gauche parce que sinon on peut passer à côté des dismutations. Donc on commence toujours par les couples qui sont à gauche. Alors, le couple 0-1. Donc, c'est le couple Cl2, Cl-. Vous écrivez la demi-équation électronique. Vous écrivez le potentiel de Nernst qui dépend de la pression. Alors, que vous dit l'énoncé? Voilà, on vous donne la pression de 1 bar et la concentration de travail à 1 mol par litre. Donc, vous avez pression 1 bar, concentration de travail à 1 mol par litre. Le terme du log sera nul. Voilà, ici. Et donc, vous pouvez directement lire sur le graphe les potentiels standards. Faites attention, je l'ai écrit ici. On peut directement lire le potentiel standard sur le graphe parce que la concentration est à 1 mol par litre. En général, la pression, elle est toujours à 1 bar. Vraiment, c'est assez rare qu'elle soit pas à 1 bar. Par contre, les concentrations, pas du tout. Donc, si la concentration n'avait pas été à 1 mol par litre, eh ben, vous auriez eu un log ici, enfin, un terme qui ne vaut pas 1 et donc un log non nul. Donc, il aurait quand même fallu faire un petit calcul pour avoir, sur le graphique pour avoir le potentiel standard. Okay, il aurait fallu passer ça de l'autre côté, lire la valeur limite sur le graphe, qui est donc ici. Alors, on est là. Pardon. Voilà, donc il faut lire la valeur qui est là, qui est ici de 1,36. Et il aurait fallu en déterminer le potentiel standard. Donc ça, c'est la valeur que vous lisez sur le graphique. Ça, c'est le terme qui n'est pas forcément égal à 0. Ça dépend de la concentration de travail. Et ça, c'est ce que vous recherchez. Dans notre cas, ça, c'est nul. Donc, ce qu'on lit, c'est directement le potentiel standard. Donc, vous avez le potentiel standard du couple Cl2, Cl- qui vaut 1,36. On va donc ensuite passer au-dessus. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est dans ce sens-là que je le fais? Oui, voilà. On passe au-dessus et on commence toujours par la gauche. Donc, on va étudier le couple HClO-Cl2. De la même façon, vous écrivez la demi-équation électronique, la formule de Nernst. Là, vous avez la concentration de travail qui vaut 1 mol par litre, la pression qui vaut 1 mol par litre. Donc, en fait, ça va disparaître. Par contre, là, vous avez des ions H+, qui vont donc donner une expression en fonction du pH. Le carré qui descend, qui se simplifie avec le 2. Et vous avez potentiel standard du couple
qu'on est en train d'étudier, moins 0,06 fois le pH. Si on se place à pH égale 0, c'est le plus simple, et là on peut le faire puisqu'on est dans les petits pH. Hop, pH égale 0. Vous lisez directement le potentiel standard qui vaut ici 1,63. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, vous placez à un pH particulier pour en déduire le terme qui est là. Donc là, on peut se placer à pH égale 0. Donc pour le deuxième couple, qui est celui-ci, on a un E02 de 1,63 volts. Et ensuite, la frontière qu'on a, c'est plus la frontière c'est plus la frontière moins 1, 0, ni la frontière 0 plus 1, c'est la frontière directement, donc celle-ci et celle-ci qui vont être communes, moins 1 plus 1. Du coup, il faut le faire dans l'autre sens plutôt, plus 1 moins 1. Et c'est pour ça que c'est important de commencer par la gauche. Voilà, c'est ce que je vous écris là. Va y avoir dismutation des ions Cl2 pour un pH au-dessus de 4,5. Il ne peut pas exister puisqu'il se dismute selon la réaction. Alors vous écrivez... Hop. Voilà, vous écrivez la demi-équation électronique de ce couple-là, puis la demi-équation électronique de ce couple-là, pour avoir la réaction qui se passe ici. Donc première demi-équation électronique, deuxième demi-équation électronique, 2 électrons échangés à chaque fois, Cl2 qui va réagir avec Cl2, d'accord ? Et vous obtenez la réaction de dismutation qui est ici lorsque le chlore réagit avec de l'eau. Voilà, et donc on va étudier la frontière, c'est ce que je vous disais, plus 1, moins 1. Vous placez dans un premier temps à pH inférieur à 7,7, donc dans ce cas-là, vous avez le couple HClO, Cl-, et de la même façon, vous écrivez la demi-équation électronique, la relation de Nernst, et on obtient ensuite une expression en fonction du pH. Donc vous faites le calcul en prenant ici 7,3 et vous allez lire sur le... Alors 7,3 et vous allez lire ici la valeur de potentiel que vous obtenez qui est donc 1,28 je pense. Donc ce que vous lisez graphiquement c'est de ce côté-là, 1,28. Ça vous le calculez puisque vous êtes placé à pH égale 7,3 pour trouver la valeur qu'il a et vous en déduisez celle-ci. Autre chose que vous pouvez faire, mais dans ce cas-là il faut le faire bien, c'est prolonger la droite qui est ici là. Alors, avec une règle, vous la prolongez comme il faut. Là, je le fais de façon très approximative. Mais bon, bref, vous la prolongez et vous regardez ce qui se passe à pH égale 0. Donc ici, à peu près 1,5. Hop. Et donc, vous pouvez reprendre votre expression. Vous placez à pH égale 0. Et du coup, en déduire que E0, c'est le potentiel que vous lisez graphiquement, c'est-à-dire 1,5. Donc, vous voyez, on n'est pas trop mal. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant avec la continuité des frontières. Je vous l'ai expliqué avec 7,3. Vous pouvez tout à fait le faire avec 4,5. Et dans ce cas-là, la valeur graphique que vous lisez, c'est celle-ci, c'est-à-dire 1,36. Donc vous avez 1,36 ici, 0,03 fois 4,5, et vous en déduisez ce terme-là. Vous faites la même chose pour pH supérieur à 7,3. Vous avez la demi-équation électronique, la formule de Nernst. Ça s'annule puisque on est à la limite. Donc la concentration de la base vaut la concentration de l'acide. Vous avez une expression en fonction du pH qui correspond donc à la droite qui est ici. Et pareil, vous pouvez vous placer à pH égale 14 ou alors à pH égal à 7,5 ou alors prolonger la droite. Mais là, on sort un peu visiblement du graphe, donc c'est pas possible de le faire comme ça. Mais bref, vous trouvez une valeur particulière graphiquement qui correspondra, c'est bien ça, qui correspondra à celle-ci, avec la valeur de pH à laquelle vous êtes placé, et vous en déduisez ce qui nous intéresse. Et en faisant ça, on a donc les 4 couples, le potentiel standard des 4 couples qui nous intéressent. Voilà pour ça. Donc je suis allée vite, mais prenez le temps de bien comprendre les calculs. Je vous conseille même de les faire vous-même avant de regarder la vidéo éventuellement. Je vous mettrai ça dans le mail. Alors, deuxième question. Je reprends le sujet. On vous dit, pour produire de l'eau de Javel, qui est donc une solution équimollaire de chlorure et d'hypochlorite, on fait barboter du dichlore gazeux dans une solution de soude. Écrire la réaction chimique correspondante. Comment s'appelle ce type de réaction? Alors, on va faire ça ensemble. Alors, dans un premier temps, il faut savoir ce que sont que les ions
Voilà, chlorure et hypochlorite. Alors chlorure, j'espère que vous les savez, c'est les Cl-. Et hypochlorite, je vous conseille de les apprendre parce qu'on ne vous les redonne pas forcément ceux-là. C'est les ClO-. Voilà, solution équimolaire, ça veut dire qu'il y a autant de chlorure que d'hypochlorite. Il y a autant en quantité de matière, il y a autant de l'un que de l'autre. Et ensuite, on vous dit qu'on fait barboter du... Donc pour produire cette solution-là, équimolaire, on fait barboter du dichlore gazeux dans une solution de soude. Alors, on reprend... non, il est au-dessus. On reprend le graphe. Dichlore gazeux, il est ici. Dans une solution de soude, donc on va être à haut pH. Et vous vous rendez compte en effet qu'à haut pH, donc ça marche pour pH supérieur à 7, et ben, le dichlore gazeux n'existe pas. Il va se dismuter en ClO- et Cl-. Et on vous demande la réaction qui va avoir lieu. Donc il va falloir commencer par écrire la demi-équation électronique du couple Cl2, Cl-, et la demi-équation électronique du couple ClO-, Cl2. Nombre d'oxydation 0, nombre d'oxydation moins 1, nombre d'oxydation plus 1, nombre d'oxydation 0. Et on va combiner donc ces deux équations pour obtenir la réaction du dichlore sur lui-même, si vous voulez, lorsqu'il est en présence d'eau. Voilà. Donc si je reprends demi-équation électronique du couple Cl2, Cl-, demi-équation électronique du couple ClO-, Cl2, on combine les deux puisque le dichlore va réagir sur lui-même, avec le dichlore, en présence d'eau. Vous pouvez, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait après, vous pouvez simplifier directement ici tous les deux et mettre un 2 là. Par contre, on ne peut pas laisser les ions H+ comme ça puisqu'on est en milieu basique. Donc vous allez ajouter 4H2O. 4HO-, pardon. Ce qui va vous donner 4H2O ici, les 4H2O qui sont là. Et ce qui vous ajoute, voilà, 4HO- ici. Les 2 molécules d'eau qu'on avait au départ qui sont ici peuvent se simplifier avec les 4 molécules d'eau qui ont été formées ici. Donc il vous reste 2. Et ensuite, j'aurais dû le faire plus tôt, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, mais vous pouvez simplifier. Là, vous mettrez un 2. Tous les coefficients stoichiométriques, il vous reste juste un 2 devant le HO-. Donc le dichlore réagit avec de la soude, là on le voit clairement, pour former le chlore au nombre d'oxydation moins 1 et le chlore au nombre d'oxydation plus 1 avec de l'eau. C'est ce qu'on appelle une réaction de dismutation. Il est initialement à un nombre d'oxydation 0, et il va à la fois être oxydé et réduit pour former deux espèces contenant du chlore au nombre d'oxydation plus 1 et moins 1. Voilà pour la question 2. Dans la question 3, on vous demande pourquoi l'eau de Javel ne doit pas être mélangée avec des produits acides. C'est un peu la même question, mais à l'envers. Donc l'eau de Javel, c'est une solution équimolaire de ClO- et de Cl-. Donc vous êtes quelque part sur la limite, là. Ça dépend du pH de l'eau de Javel, puisque vous avez autant de ClO- que de Cl-. Et si vous vous placez en milieu acide, c'est-à-dire que vous diminuez le pH, à partir d'un pH inférieur à 7,3 à peu près, les ions Cl- n'existeront plus. Le Cl-, lui, il existe encore, mais c'est déjà plus une solution d'eau de Javel. Et si vous continuez, vous allez avoir du Cl2 gazeux. Voilà. Il y a dans ce cas-là l'inverse, on appelle ça une médiamutation ou une rétrodismutation. On l'a vu dans le chapitre précédent. Donc c'est pour ça que l'eau de Javel ne peut pas exister à un pH inférieur à... j'ai mis 4,5 ici, mais déjà à partir de 7,5, c'est plus de l'eau de Javel. Il y a toujours des ions chlorure qui peuvent exister, mais par contre, il n'y a plus d'ions hypochlorure. Ensuite, dernière question, pourquoi l'eau de Javel devrait être instable? Pourquoi est-elle tout de même stable? Alors ça, c'est intéressant, dans le sens où la question... Pardon, je sais là que je voulais aller. La question, vous devez la connaître. Donc, l'eau de Javel... C'est donc un mélange équimolaire de ClO- et de Cl-, donc vous êtes quelque part par là. Et l'eau de Javel, c'est une solution aqueuse, dans l'eau. Or, le domaine de l'eau, il est ici, là, il est en bas. Donc normalement, l'eau de Javel et l'eau, comme ces deux domaines, si vous voulez, disjoints, par exemple les ions Cl-, là, ils ont un domaine disjoint avec l'eau, normalement, les ions Cl- ne devraient pas exister dans l'eau, en solution. Néanmoins, ils existent quand même. Pourquoi ? La seule réponse que vous avez à cette question qui est dans le cours et que vous devez sortir dans ce cas-là, c'est blocage cinétique. Voilà, en fait, il y a réaction entre les ions Cl- et l'eau, mais la réaction est tellement lente que les ions Cl- peuvent exister en solution. Et donc, on peut faire de l'eau de Javel.
Mais votre eau de Javel, 4 ans plus tard, elle n'a plus la même concentration. Parce qu'il y aura eu réaction entre les ions H2O et les ions CaO. Voilà les réponses qu'ils attendent pour ces questions-là. J'arrête la vidéo ici. J'en fais une dernière pour la toute dernière application qui devrait être assez rapide.